Avec l'arrivée du beau temps, vous avez sans doute, vous aussi, envie de redonner à votre voiture un air de neuf. Commençons par l'intérieur. De cette façon, nous serons certains de ne pas ressalir les tapis avec l'eau de lavage de la carrosserie. D'ailleurs, il est beaucoup plus sécuritaire d'utiliser l'aspirateur avant qu'il y ait des flaques d'eau. Pour un bon nettoyage, commencez par la voûte du toit, le tableau de bord et les garnitures des portières. Vous pouvez utiliser un nettoyeur pour tissu et vinyle ou encore la mousse du nettoyeur à tapis. Quand il y a le temps de traiter les cuirs ou le vinyle, utilisez de préférence un produit au finima ou semi-lustré. Généralement, il offre une meilleure protection contre les rayons du soleil et est moins éblouissant sur le dessus du tableau de bord. Ensuite, passez soigneusement l'aspirateur afin d'enlever toute la poussière et le sable. Avant d'entreprendre le lavage des sièges et du tapis, attaquez-vous aux taches rebelles. Elles peuvent être éliminées à l'aide d'un bon nettoyant concentré avec lequel on imbibe la tache qu'on frotte vigoureusement avec un chiffon mouillé ou une brosse douce. Après avoir fait disparaître les grosses taches, occupez-vous du reste du tapis. Utilisez autant que possible la mousse du produit nettoyant. Elle imbibe moins le tapis tout en étant plus efficace que son liquide. Si votre tapis présente de grosses taches de calcium qui résistent au nettoyage, utilisez une solution de 2 parts égales d'eau très chaude et de vinaigre. Imbibez seulement la partie affectée, brossez vigoureusement et rincez. Ça devrait régler le problème. Une fois le tissu des sièges sec, vaporisez-les de protecteurs anti-taches. Ainsi, la saleté aura plus de difficulté à s'y incruster, ce qui facilitera votre prochaine corvée de nettoyage. Et maintenant, les vitres. Vous savez, nettoyer des vitres est vraiment un art et si vous n'avez pas la touche magique, elle risque toujours de rester bariolée. Un bon produit vous donnera tout de même un petit coup de pouce. En nettoyant votre pare-brise, n'oubliez pas vos lames d'essuie-glace, bien sûr. Si, après tous ces nettoyages, vous trouvez que votre voiture sent un peu trop les produits chimiques, sachez qu'il existe des parfums pulvérisateurs pour auto. Par contre, faites attention de ne pas en vaporiser sur le tableau de bord. Ces produits ont tendance à laisser des cernes blanchâtres en séchant. Vaporisez-le plutôt à la sortie d'air sous le tableau de bord. Ce grand nettoyage du printemps n'est pas un travail de tout repos, mais la fin justifie les moyens. Bonne semaine. Après avoir fait le ménage du printemps à l'intérieur de votre voiture, vous pouvez maintenant entreprendre l'extérieur. Plusieurs personnes gardent pour la fin le nettoyage des pneus, une sorte de touche finale. Il serait pourtant plus logique de commencer par les pneus afin d'éviter d'éclabousser la carrosserie qu'on mettra tant d'efforts à faire reluire. Donc, si vous lavez vos pneus pour la première fois depuis l'automne, je vous conseille d'utiliser une brosse de nylon et non pas de métal comme plusieurs le font. Pour les prochains nettoyages, un bon produit sans frottage utilisé régulièrement gardera vos pneus propres sans effort. Pour ce qui est des jantes et des enjoliveurs, vous devrez peut-être frotter un peu pour déloger toutes les saletés qui se sont accumulées au cours de l'hiver. Par la suite, un bon produit pourra aisément se passer de vous pour faire briller vos roues comme des sous-neufs. Si votre voiture est dotée d'un toit de vinyle, nettoyez-le maintenant avant d'entreprendre la carrosserie. Vous pouvez utiliser la mousse du shampoing à tapis ou un produit spécialisé. Avant de commencer, n'oubliez pas de bien mouiller la peinture environnante, car une concentration de détergent pourrait en altérer le lustre. Encore une fois, utilisez une brosse douce pour déloger la saleté incrustée dans le vinyle. Pour laver la carrosserie, utilisez un savon conçu à cette fin, pas du savon à vaisselle. Même s'il est assez doux pour que vos doigts trempent dedans, sachez que les détergents à vaisselle sont conçus pour déloger rapidement les graisses. Or, la peinture de votre auto est beaucoup plus sensible que vos mains. Vous risqueriez de décaper littéralement la cire et même de détériorer le lustre de la peinture.
Vous pensez peut-être qu'il faut de la mousse en abondance? Eh bien, plus il y a de mousse, plus c'est difficile à rincer. Aussi, ne laissez pas trop longtemps de l'eau savonneuse sur la carrosserie. Lavez-la par section et rincez-la immédiatement à l'eau courante sans utiliser une lance. Enfin, profitez du premier vrai lavage de la saison pour laver votre moteur. Contrairement à la croyance populaire, le moteur doit être froid lorsqu'on vaporise le shampoing moteur. Autrement, les solvants qu'il contient s'évaporent avant d'avoir fait leur travail. Maintenant que votre voiture est bien propre et agréable, prenez donc la bonne résolution de la garder ainsi, au moins jusqu'à l'hiver prochain. Bonne semaine! Nous sommes à l'ère de la spécialisation. Il existe sur le marché une panoplie de pneus pour chaque condition routière. Le pneu à neige, le pneu à pluie, le pneu à glace, le pneu de performance et le pneu de compétition. Cependant, ne vous inquiétez pas, il existe encore des pneus ordinaires pour des gens ordinaires comme nous qui conduisons pour se déplacer d'un endroit à l'autre. Et d'ailleurs, leur prix est généralement, disons, plus ordinaire. Par exemple, ce que vous devez rechercher lorsque vous achetez un bon pneu pour l'été, c'est la durabilité. Le facteur de résistance à l'usure est inscrit sur le flanc du pneu sous l'indication « Tread Wear ». Le facteur de résistance à l'usure des pneus abordables se situe souvent entre 280 et 300. Plus le chiffre est bas, plus le pneu colle au pavé et s'use vite. À l'inverse, un facteur supérieur augmente sa résistance à l'usure et inévitablement son prix. Toutefois, si vous observez les limites de vitesse et que vous ralentissez quand les conditions climatiques sont défavorables, vous pouvez vous permettre sans crainte de rouler avec des pneus d'été conventionnels. De même, un pneu 4 saisons fait un excellent pneu d'été. Il couvrira un bon bout de chemin avant d'être usé et les dégagements qui lui donnent un peu de mordant dans la neige évacuent assez bien l'eau sur un pavé mouillé. Le pneu 4 saisons n'a définitivement pas l'attraction d'un pneu de performance dans les courbes, mais encore une fois, si vous respectez les limites de vitesse, ça vous importe peu. Pour que vos pneus soient fonctionnels, vous devez vérifier les points suivants. Premièrement, assurez-vous de choisir la dimension exigée par votre manufacturier. Vous trouverez cette information sur un autocollant généralement apposé au cadre d'une de vos portières. Si vous vous demandez à quelle pression ils doivent être gonflés, vous trouverez cela aussi au même endroit. Vous devez aussi faire de façon régulière la rotation des pneus. Votre manuel du propriétaire vous en indiquera la fréquence et la méthode. En terminant, j'aimerais faire une petite mise au point. Rappelez-vous qu'aucun pneu et aucune technique de conduite n'égale la prudence. Bonne semaine. S'il existe bien des façons d'amorcer sa journée sur un faux départ, je doute qu'il existe pire qu'une crevaison pour partir du mauvais pied. Si cela vous arrive et que vous n'êtes pas préparé à vivre cette pénible expérience, eh bien, vous êtes mal pris. Avez-vous un pneu de secours? Est-il en bon état? Vous devriez le faire vérifier chaque fois que vous remplacez vos pneus le printemps et l'automne. C'est comme toute autre chose, il vaut mieux être prévoyant. Si vous croyez avoir une crevaison, commencez par allumer vos clignotants d'urgence. Ainsi, les autres usagers de la route seront plus tolérants à votre égard lorsque vous commencerez à ralentir. Ensuite, passez à la voie de droite et ralentissez graduellement. Si vous vous trouvez sur une voie rapide, le mieux serait sûrement de rouler lentement jusqu'à la prochaine sortie afin de vous arrêter sur une route moins achalandée. Bien sûr, vous ne pourrez pas rouler bien longtemps sans abîmer le pneu ou même la roue. Si la prochaine sortie est trop loin, c'est à vous de juger si vous pouvez trouver un endroit assez sécuritaire pour vous immobiliser sur l'accotement sans danger. Faites preuve de prudence en sortant du véhicule pour ouvrir le coffre. La première chose que l'on devrait y retrouver,
c'est un réflecteur. Placez-le à environ 10 pas de votre véhicule pour être bien vu des autres automobilistes. Sortez maintenant le cric. Certains peuvent être rangés sous le capot, surtout s'il s'agit d'une camionnette. Si vous n'êtes pas certain de l'endroit où placer le cric sous l'auto, référez-vous à votre manuel du propriétaire ou sur l'autocollant dans le coffre. Avant de soulever le véhicule, desserrez un peu les boulons. Un bras de force et une douille s'avèreront utiles dans ce cas-ci. En effet, si vous êtes incapable de dévisser les boulons, utilisez votre poids sur le bras de force. Rappelez-vous que les boulons se desserrent dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Après avoir desserré tous les boulons, attendez d'avoir soulevé la voiture avant de les retirer. Positionnez le cric à l'endroit prévu à cette fin. Avant de soulever la voiture, assurez-vous qu'elle ne pourra plus bouger en appliquant le frein d'urgence. Si le sol est mou, utilisez un morceau de bois pour assurer la solidité du cric. Soulevez la voiture. Il se peut que la jante soit collée au moyeu. Dans ce cas, redescendez la voiture sur le sol, puis secouez-la de gauche à droite. Soulevez à nouveau l'auto, puis enlevez la roue. Replacez immédiatement le pneu de secours en prenant bien soin de placer vos mains de chaque côté de la roue. La fiabilité des crics étant des plus douteuses, vous protégerez au moins vos mains si l'auto vient à retomber. Ensuite, replacez les boulons en commençant par le haut. Il sera ainsi plus facile de centrer la roue. Redescendez enfin le véhicule et procédez au serrage final. Vous êtes maintenant prêt à vous rendre au garage le plus proche. Mais n'oubliez pas que les pneus de secours sont faits pour rouler à 80 km/h et non pas 80 000 à l'heure. Donc, soyez prudents. Bonne semaine. C'est toujours paniquant de se rendre compte que tout à coup, son moteur surchauffe. On a toujours peur que ça engendre des réparations coûteuses, et avec raison. Si ça vous arrive, voici ce que vous devez faire. Premièrement, si vous êtes sur une artère principale où vous ne pouvez vous ranger sur le côté sécuritairement, ne paniquez pas. Faites fonctionner votre système de chauffage au maximum, le ventilateur à vitesse maximum et le levier d'ajustement de chaleur à maximum haute. Je suis d'accord avec vous, ça risque de ne pas être très confortable à l'intérieur de l'habitacle, parce que les surchauffes de moteur sont susceptibles de se produire lors d'une canicule. Mais comme on dit, il faut sauver les meubles. Rappelez-vous que le système de chauffage de votre voiture se sert du liquide de refroidissement du moteur pour fonctionner. Donc, la chaleur qu'on y retire, on la retire automatiquement du moteur. Souvent, ce petit truc vous permettra de vous rendre dans un endroit sécuritaire pour immobiliser votre véhicule. Vous savez, il n'existe pas 50 raisons que votre moteur surchauffe subitement. Dans plusieurs cas, il s'agira d'un problème de ventilateur électrique qui ne s'est pas mis en marche, d'une courroie de ventilateur cassée ou d'un thermostat coincé en position fermée. Si c'est le radiateur qui est en cause, le problème se sera installé graduellement parce qu'un radiateur ne s'obstrue pas subitement. Le vrai problème pour nous présentement, c'est qu'il n'existe pas non plus 50 solutions miracles. Donc, arrêtez le moteur. Remettez la clé de contact en position de marche de manière à ce que les accessoires fonctionnent sans toutefois que le moteur tourne. Laissez votre chaufferette fonctionner, ouvrez le capot et allez vérifier si le ventilateur électrique fonctionne et si les courroies sont toutes là. N'allez jamais ouvrir le bouchon du radiateur avant que le moteur soit refroidi et que vous ne sentiez plus de pression sur les boyaux de radiateur. De toute façon, ça ne vous aidera en rien. Les gens font ça habituellement pour vérifier le niveau du liquide et s'il en reste, il sortira tout en vapeur. De plus, qui traîne dans sa voiture un 4 litres d'antigel? Quand vous ne sentez plus de chaleur qui sort de la bouche de la chaufferette, redémarrez le moteur. Aussitôt que vous sentez la chaleur intense revenir, arrêtez à nouveau votre moteur et laissez fonctionner votre chaufferette. Au bout de 15 à 20 minutes de ce petit exercice, vous pourrez reprendre la route vers le garage le plus proche en vous arrêtant à chaque fois que votre voyant s'allumera. Ça peut sembler long, mais vous éviterez possiblement des réparations coûteuses. Bonne semaine.
n'y a rien de plus frustrant que d'avoir à faire signer un avis de 48 heures parce qu'un de vos phares ou encore une de vos lumières était brûlée. Par contre, il existe un moyen assez facile d'éviter ce devoir de citoyen. C'est-à-dire, on a tout simplement qu'à remplacer ce phare ou cette lumière brûlée avant de partir avec votre voiture. Les phares avant se présentent sous deux aspects. Phare scellé ou avec une ampoule remplaçable. Si votre voiture est munie de phares scellés, j'ai bien peur que vous devez vous rendre aux 48 heures, car, dans certains cas, on doit enlever jusqu'à une partie de la grille pour le remplacer. Les voitures plus récentes ont des ampoules halogènes remplaçables sans trop de cérémonie. Premièrement, vous devez avoir une lampe de poche ou encore un petit gadget qui se branche dans l'allume-cigarette. Vous conviendrez avec moi que ce n'est pas toujours l'endroit le mieux éclairé. Avant d'être obligé de remplacer une ampoule, consultez votre manuel du propriétaire et apprenez comment la déverrouiller de son socle. Évitez de toucher l'ampoule avec vos doigts, car sa longévité pourrait être affectée par le gras et les acides de votre peau. C'est fragile. Il ne reste plus qu'à la brancher et l'essayer. Pour un feu de stationnement, bien, ça peut être pire. Si vous avez une voiture 3 portes avec un haillon arrière, dans 75 % des cas, vous pouvez oublier ça. Vous aurez besoin d'un tournevis et peut-être même d'une pince à grand bec. Mais souvent, les voitures qui ont un vrai coffre arrière ont seulement un petit couvercle protecteur à enlever et le tour est joué. Encore une fois, référez-vous à votre manuel du propriétaire pour savoir comment procéder. Après avoir enlevé le protecteur, on enlève le réceptacle et on y retire la pièce défectueuse. Regardez sur le côté de la lumière, le numéro d'identification y est gravé. Remplacez-la par l'équivalent. Vous avez sûrement remarqué que les nouvelles ampoules halogènes éclairent mieux que les anciens phares scellés. Par contre, ils sont plus vulnérables aux grosses vibrations. C'est l'évolution. Malheureusement, on ne peut rien faire pour l'arrêter. Bonne semaine. Est-ce possible d'avoir l'air plus bagnole que ça? Des charnières de porte usées ou mal ajustées peuvent facilement laisser une mauvaise impression. Si une porte présente un petit jour de moins d'1 centimètre, il est facile de régler ou tout au moins de masquer le problème. Si votre voiture est munie de charnières boulonnées à la carrosserie, les boulons de la carrosserie retiennent le mouvement de haut en bas. Donc, c'est sur cet ajustement que nous devrons nous attarder. Premièrement, fermez la porte presque complètement, juste avant d'engager le cran. Maintenant, vérifiez l'espacement du haut de la fente à l'avant de la portière. Puis fermez la porte.